2018 sera-t-elle l'année de tous les dangers pour Emmanuel Macron? Quelles seront les séries télé incontournables dans les mois prochains? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ou le lancement de la fusée lourde Falcon Heavy, seront au cœur de l'actualité. Avec notre invité Jacques Maillot, il est là, et nos journalistes, eh bien nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Jacques Maillot. Bonjour. Bonjour Jacques Maillot, bonjour à tous. Bonjour Fred, bien sûr. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. Posez vos questions dès maintenant à notre invité Jacques Maillot aujourd'hui. Il répondra à toutes vos questions tout à l'heure à la fin de la première partie de cette émission. Absolument Jacques Maillot, on est ravis de vous accueillir. On va évidemment parler de l'actualité à venir. D'abord, parlons de votre actualité, référence en matière de satire politique, chansonnier, homme de radio, de télé. Alors je rappelle, on vous a vu et entendu dans l'oreille en coin sur France Inter, Sérieux s'abstenir sur TF1, des cactus dans le potage sur France 3, revue de presse sur Paris Première évidemment, et bien entendu les grosses têtes sur RTL. On va préciser que vous êtes également le propriétaire et le directeur du Théâtre des Deux Ânes depuis 20 ans, chef-lieu de la satire et de l'humour politique. Ce cabaret de chansonniers fête son centenaire cette année, je crois. Oui, c'est ça. Il a été créé en 1917. Et il a vu défiler pratiquement tout ce que la France a compté en matière d'humoriste politique. On a commencé avec Pierre Dac, Roméo Carles, le grand Pierre Dac, qui après est parti à Londres quand il y a eu les problèmes de la guerre, et qui est revenu après au théâtre. Et puis on a eu droit à vraiment tout ce qui se faisait de mieux. René Dorin, dont malheureusement... on enterre la fille aujourd'hui, Françoise Dorin, qui a été un pilier du Théâtre des Deux Ânes, Pierre-Jean Vaillard, Jean Amadou, Anne-Marie Carrière, Jacques Baudouin et plein d'autres gens. Henri Janson, qui a écrit beaucoup de revues au Théâtre des Deux Ânes, et même Michel Audiard, qui a écrit une revue. Voilà, donc plein de gens qui ont défilé. Alors après les primaires des primates, là, c'est Tout est bon dans le Macron, c'est votre dernière production avec sur scène. Alors je l'ai noté pour n'oublier personne, Florence Brunold, Michel Guidoni, Gilles Détroit et la toute nouvelle Émiliane Charlotte. Oui, qui est picarde, qui est originaire d'Amiens, donc vous voyez, actuellement, c'est bien d'être originaire d'Amiens, on fait une belle carrière, donc je lui souhaite la même chose. Je vous propose qu'on regarde tout de suite quelques extraits de ce nouveau spectacle. Il est bien, ce petit Macron, il est formidable. Et puis en plus, il a une façon, vous savez, de faire passer les réformes avec une onctuosité, un doigté exceptionnel. Écoutez, c'est bien simple, ça fait quoi? À peine 6 mois qu'il est aux affaires, il y a déjà plus de beurre dans les épiceries. Jamais il nous viendra l'idée ici de faire travailler notre femme comme assistante parlementaire. Ah, bravo, monsieur Guérini. Vous savez, madame Macron, on a une devise à Marseille, et dans la famille Guérini en particulier, personne ne travaille. Bon à rien, imbécile. Mais, Seigneur, j'ai peut-être achevé le PS, mais j'ai sauvé la France. C'est toi qui aurais dû te sauver, espèce de loukoum de Corrèze. Bien fait. Jacques Maillot, on retrouve évidemment dans ce spectacle les parodies de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, ainsi que leurs prédécesseurs. C'est difficile de parodier Emmanuel Macron? Ah, c'est un peu compliqué parce que ce garçon laisse peu de prise. Il est assez rond, il est assez lisse, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. On le constate là depuis 6 mois. Donc pour nous, humoristes, c'est difficile. Alors il faut chercher les aspérités, il en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc c'est d'autant plus intéressant. Ça me rappelle terriblement quand Valéry Giscard d'Estaing avait accédé à la fonction suprême. On m'avait dit, cet homme est extrêmement brillant, ça va être dur. Alors on avait fini par trouver, ne serait-ce que dans sa façon de s'exprimer, Giscard parlait un langage très technocratique, alors que Emmanuel Macron parle un langage plutôt un peu désuet, avec les galimatias, etc. Donc chacun a ses petits travers, mais il faut arriver à les trouver. Mais c'est intéressant, ça fait partie de notre métier. On reviendra plus en détail tout à l'heure, évidemment, sur votre actualité et sur ce spectacle. Alors, voici le sommaire de cette première partie de l'émission. Jacques, nous allons recevoir Olivier Delcroix, le monsieur BD du Figaro, qui anticipera et qui nous parlera du Festival international
d'Angoulême. On se revoit dans quelques instants. Mais on démarre tout de suite avec une nouvelle venue parmi nous, Mathilde Sirot. Bonjour. Bienvenue Bonjour, Mathilde, vous êtes Merci. journaliste politique au Figaro. L'année pour le président de la République, cette année 2018, commence sur les chapeaux de roue. Voyage en Chine, déplacement à Calais, décision sur Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Et pourtant, c'est une année à risque pour le chef de l'État. Dites-nous pourquoi. Alors c'est vrai que c'est une année sans élection, mais pour autant Emmanuel Macron veut en profiter pour tout transformer. Donc après une première partie de quinquennat, on l'a vu, très axée sur l'économie, sur des déplacements à l'international pour asseoir son autorité. Emmanuel Macron, il veut cette année transformer la société française. Alors les Français, il a envie que les Français se rendent compte des effets concrets de sa politique dès 2018. Alors police de sécurité, université, réforme constitutionnelle, agriculture, logement, dans tous les domaines, Emmanuel Macron veut réformer. Donc l'agenda au Parlement est saturé. Ah, justement, vous nous disiez à l'instant transformer, ça veut dire que le président de la République a besoin de toute sa majorité pour transformer. Alors c'est sûr qu'il a besoin de tout le gouvernement, de tous les ministres derrière lui, mais surtout d'un groupe de députés soudés à l'Assemblée. Et c'est là l'un des principaux défis de cette année, garantir l'unité de cet énorme groupe de députés. Ils sont 313, ils ne partagent pas tous la même sensibilité. Certains viennent de la droite, d'autres de la gauche. Jusqu'ici, il y avait peu de contestations sur les réformes économiques, sur le droit du travail. Mais là, on voit qu'il y a quelques sensibilités qui se démarquent, par exemple sur le projet de loi Asile-Immigration. Il y a une sorte de sous-groupe en gestation, plutôt de sensibilité de gauche. Donc Macron doit quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas une apparition de frondeurs, ce qui a marqué le dernier quinquennat. Donc l'opposition peut venir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, c'est ça? Cette année, en 2018, les partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains vont essayer de relever la tête, de se reconstruire après les défaites aux présidentielles et aux législatives. Donc jusqu'ici, on avait la droite qui disait c'est une politique de gauche avec Macron, la gauche qui disait l'inverse, qui disait Emmanuel Macron fait une politique de droite, ce qui a plutôt contribué à recentrer le président de la République, à le mettre vraiment sur une position centrale, progressiste. Mais là, avec des textes, par exemple, qui arrivent sur la fin de vie ou sur l'immigration, la politique du en même temps, et de droite et de gauche, va avoir un petit peu plus de mal à fonctionner. Donc Macron, peut-être, aura plus de mal à rassembler tous les camps, et peut-être que ça laissera plus d'espace à un Laurent Wauquiez à droite ou au Parti socialiste sur sa gauche. Merci beaucoup, Mathilde Sirot. Et vous viendrez nous y parler. Avec Et ben grand voilà. plaisir. Et ben voilà. On retrouve vos papiers évidemment dans les pages du Figaro et sur le Figaro.fr. Jacques, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez rencontré Emmanuel Macron? Et deuxième question dans une question, est-ce que les autres présidents de la République sont venus au Théâtre des Deux Ânes pour voir les spectacles? Est-ce que vous en avez eu écho? Oui, on a eu Nicolas Sarkozy qui est venu avant son élection. À une époque où il n'était pas très, très en point, puisqu'il avait ses problèmes personnels de couple. Et puis on a eu Valéry Giscard d'Estaing qui est venu plusieurs fois et qui est venu fêter ses 84 ans il y a 3 ans. Et qui était très heureux parce que j'avais un sketch dans cette revue qui finissait le spectacle et dans lequel je jouais moi-même Giscard d'Estaing et je disais c'est quand même le dernier budget en équilibre de la France, c'était le budget de Raymond Barre où on était à l'équilibre. Alors et naturellement il était très content, mais ce qui m'avait beaucoup touché, et ça rejoignait ce que je pensais de Valéry Giscard d'Estaing, je lui disais toujours, Monsieur le Président, un jour les Français reconnaîtront ce que vous avez fait, parce qu'il a quand même sorti de l'Élysée avec des difficultés, vous vous rappelez? Bien sûr. Et les gens l'ont attendu, puisqu'il était au premier rang, donc ils ont attendu qu'il sorte. Et quand il est sorti, ils l'ont tous applaudi. D'accord. Et je lui ai dit à l'époque, vous voyez, Monsieur le Président, c'est plus facile de sortir des Deux Ânes que de l'Élysée. Et ça l'a beaucoup amusé. Et Emmanuel Macron, vous avez déjà rencontré le président de la République? Je n'ai pas rencontré, D'accord. pas du tout. Mais je l'ai côtoyé avant qu'il soit élu président, à une remise de Légion d'honneur à Amiens, où il remettait la Légion d'honneur au président de la Chambre de commerce, qui est un vieil ami et qui l'a soutenu depuis le début. Et signe des temps, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques-Louis Lebrun, qui est un ancien boucher, qui est un autodidacte, et qui m'avait déjà dit le plus grand bien de ce garçon. Et je disais, mais c'est l'opposé de toi. Donc qu'un garçon comme ça, issu vraiment de la base, soutienne un garçon aussi cultivé, je me suis dit, c'est peut-être pas mauvais signe. Eh ben voilà. Ah bah voilà. Ce petit bruit. Ah bah oui, ça surprend. Ah, Et je vois Mathilde, elle ouvre de grands yeux, Jacques aussi, en se disant « Oui, nous allons faire des petits QCM pour en apprendre un petit peu plus ». De notre invité, alors Mathilde Olivier, un petit jeu tout de suite. À votre avis, quel est le nom du théâtre dont Jacques Maillot est le propriétaire? Le théâtre des Deux Ânes, des Deux Vaches, des Deux Cochons ou
Des deux lapins. Des deux lapins. C'est très difficile. Bah oui, on en a parlé il y a une seconde. Olivier, une idée. Alors écoute, je pense que je vais faire un âne, tu vas faire le deuxième et Voilà, on va répondre c'est ça. deux. Eh ben voilà, C'est une bonne réponse. Mais Jacques, pourquoi le théâtre des deux ânes? D'où vient ce nom? Alors, la légende veut que ce soit les deux créateurs qui s'appelaient Dalle et Ferréol, qui ont créé également le théâtre de 10 heures et le théâtre de l'ABC, qui étaient deux types très malins. ABC, parce qu'ils se sont dit, dans la liste des théâtres, on sera en tête dans le répertoire. Pas bête. Théâtre de 10 heures, ils s'étaient dit, les premiers qui ouvriront un spectacle qui jouera à 22 heures le soir, et ils auront beaucoup de monde parce que les gens iront dîner avant et après ils auront un spectacle. Donc c'était très malin. Et puis quand ils ont créé les deux ânes, ils ne trouvaient pas, paraît-il, leur raison sociale. Et Dalle aurait dit à Ferréol, bon, on est deux ânes, on va appeler quelqu'un, un publicitaire de l'époque, etc. Et Ferréol lui aurait dit, écoute, deux ânes, c'est très bien, puisque tu dis qu'on est deux ânes, et théâtre des deux ânes. Il paraît que c'est venu de là. Alors Ben c'est un voilà. théâtre qui portait d'autres noms assez oui, bien rigolos, sûr. Oui, d'ailleurs, l'araignée. L'araignée, la truie qui fuit, La truie qui, voilà, la le truie qui... cabaret des truands, etc. C'est original. Eh ben voilà, un petit jeu, on apprend des choses aussi. On a, Eh bien, on a voilà. lu ensemble aussi que c'était le seul théâtre politique et satirique encore en service aujourd'hui dans la capitale. Comment c'est Oui. possible ça? Ben, c'est possible parce que malheureusement tous les autres théâtres dits satiriques politiques ont disparu, ont été vendus, comme le vieux caveau de la République, qui était Oui, quand même absolument. une institution parisienne, qui a été vendue et qui est devenue le République, et qui est devenu, bon, qui est aujourd'hui un théâtre tout à fait estimable, mais qui ne fait plus du tout la même chose. Donc on est vraiment les derniers, seuls et voilà. les seuls sur le marché. Jacques Maillot, vous êtes ce qu'on appelle un chansonnier. Est-ce Oui. que vous pourriez dire à notre public le plus jeune, qui probablement n'a jamais entendu parler de chansonnier, ce qu'est Et un on se retourne chansonnier? vers Mathilde. Ben oui. Dites-moi. Alors, chansonnier, ça venait du fait que mes prédécesseurs chantaient beaucoup, ils faisaient Ouais. des couplets. Et donc, ils faisaient un peu ce que fait aujourd'hui Renaud, par exemple, qui fait des couplets sur l'actualité, sur Mme Thatcher, etc. Et puis, au fil des années, les chansonniers ont arrêté de chanter. Ils se sont mis à parler. Alors, ils ont d'abord parlé en vers, comme le faisait Maurice Orgue et plein d'autres gens, Robert Roca. Et puis, petit à petit, depuis Jean Rigaud, ils se sont mis à parler en prose, avec des formules à l'emporte-pièce. Et donc, le mode d'expression a totalement changé, mais le mot est resté. Oui. Donc, on est toujours resté chansonnier parce qu'on a une connotation politique. Oui, certes, mais certains humoristes, alors je ne citerai qu'une personne comme Anne Roumanoff, par exemple, qui dit que c'est un peu ringard et elle préfère le terme de stand-up. Vous êtes attaché au terme de chansonnier. Mais stand-up, le problème du stand-up, c'est que ce sont justement les chansonniers de l'époque qui ont amené le stand-up aux États-Unis. Parce que Jean Rigaud faisait déjà du stand-up. C'était un homme qui se produisait pendant 1h30 dans son cabaret, tout seul, sur scène. Donc, ce n'est pas les Anglo-Américains qui ont inventé le stand-up. C'est l'Europe qui a apporté le stand-up aux États-Unis. Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Alors, qu'elles veuillent dire je m'appelle stand-up, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais moi, vous êtes attaché au terme. Mais ça ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne correspond plus tout à fait à ce que nous faisons. Mais ce n'est pas insultant d'être chansonnier. d'accord. C'est Ouais. même très respectable, puisqu'il y a quand même Eu eu égard à des l'histoire. gens qui écrivaient, Absolument. C'est à très mon écrit. avis, beaucoup mieux que les gens d'aujourd'hui. Alors vous vous moquez Donc, des politiques, vous les parodiez. Quel rapport vous entretenez justement avec les politiques? Plutôt bon. Moi, j'ai jamais été braqué contre les politiques. Je suis très républicain, très démocrate. Donc, j'ai toujours respecté le fait que ces gens-là soient élus. Ça leur donne quand même une dimension par rapport à nous. Et donc, j'ai toujours respecté ces gens-là, même si souvent, je n'étais pas du tout d'accord avec eux. J'ai toujours entretenu des relations avec tous les hommes politiques de tous les bords possibles. Je connaissais bien Georges Marchais, j'ai été très ami avec Jean Popren, Roland Dumas. Je connais très bien Valéry Giscard d'Estaing, puisque nous sommes compatriotes et qu'on s'est beaucoup côtoyé dans l'avion Paris-Clermont-Ferrand à l'époque, où il avait toujours sa propriété à Clermont, à Châteaudun. Et donc, j'adorais François Mitterrand parce qu'il a été élevé chez les pères maristes comme moi et que je le voyais aux réunions d'anciens élèves avant qu'il devienne président. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour les politiques, bien qu'à la fin, ils nous ont quand même un peu déçus. Alors justement, puisque vous dites que vous les avez croisés peu ou prou, comment faites-vous pour ne pas mélanger les gens et toujours conserver cette liberté de critique, cette liberté de ton? Ça, je crois qu'il faut absolument
se différencier d'eux, c'est-à-dire qu'il faut bien leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on est amis avec eux ou qu'on va déjeuner avec eux qu'on va leur donner un blanc-seing systématique. On est un peu comme dans le rôle d'un magistrat. On peut être très, très ami avec un juge, c'est pas pour ça qu'il va dire, écoutez, si vous avez fait de la fraude fiscale ou je ne sais quoi, qu'il va vous dire, écoutez, bravo, on est amis, on laisse passer. Donc je crois qu'on est un peu dans le même rôle. Il faut respecter, estimer les gens, mais pas pour autant dire ce que vous faites, c'est formidable parce qu'on est amis. Ils l'acceptent facilement, pas toujours très bien. Ouais. Pas toujours très bien. Je me rappelle de Valéry Giscard d'Estaing qui était un peu froissé à une époque parce que j'avais fait un sketch qui s'appelait le safari chez les ouvriers. Ouais, évidemment, oui. Alors, mais un jour, il m'a dit finalement, c'était très drôle, votre truc. Alors, j'en ai déduit que vous m'aimiez bien. Ce qui est vrai, parce que j'ai beaucoup d'estime pour ce que cet homme a fait. Il nous a quand même amené l'indépendance énergétique, le vote à 18 ans et le droit à l'avortement. C'est pas rien, c'est quand même des réformes énormes. Et donc, je crois que chaque homme politique a fait des choses bien. D'autres moins que... Voilà. Mais bon, on ne va pas faire le tri. Nous sommes toujours en direct sur le Figaro Live. Vous pouvez poser vos questions à Jacques Maillot. Il y répondra face caméra dans quelques instants. Attention Fred, vous faites des bulles quand vous parlez. Je fais comme je peux, absolument. Je crois que c'est le moment de parler de bande dessinée. Exactement, nous allons parler bande dessinée avec Olivier Delcroix. Bonjour Olivier, rédacteur en chef du Figaroscope, spécialiste de la BD. Oula. Et vous êtes allé au Festival international d'Angoulême la première fois en quelle année? C'était en 87 en fait. 87. Je m'en suis rappelé. 31 ans déjà. Ben voilà, c'est ça. Ouais, ben tout voilà. à fait. Et C'était donc, Bilal qui était le président à l'époque. Il y avait une très belle expo. Eh bien, nous allons parler de ce qui va se passer en 2018. Oui, parce que le 45e festival de BD, effectivement, promet de bousculer un peu véritablement la donne. Quels sont les grands axes alors? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des effectivement, grands axes? on peut dire qu'il y a 3 grands axes cette année. D'abord, il y a Cosey, qui est voilà, j'ai amené d'ailleurs son chef-d'œuvre qui s'appelle À la recherche de Peter Pan. Ça, c'est formidable, c'est une réédition. Dès la couverture, vous voyez un peu ce côté novateur, innovant, et en même temps cette recherche, cette quête de l'épure. Cosey, c'est quand même un grand monsieur de la bande dessinée. C'est le président. Il y a une expo magnifique qui se déroule à Angoulême, qu'il faut sans doute absolument aller voir. Et puis, en même temps, c'est un fanatique de l'Asie. Et justement, Cosey, c'est la passerelle entre la BD franco-belge et le manga. Et le manga, cette année, est un petit peu l'invité principal du Festival d'Angoulême, qui s'internationalise. Donc là, on a trois expos, je crois, qui sont prévues. Une expo Tezuka. Alors Tezuka, c'est qui? C'est celui qui a inventé Astro Boy. C'est un peu le Walt Disney nippon. Il n'a pas inventé que Astro Boy, il a fait les 3 Adolphes. C'est un des des tout grands mangaka japonais. C'est le papa un peu du manga. Voilà. Le manga, ça veut dire les images dérisoires. Ça lui va bien d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'en fait, la bande dessinée japonaise, comme notre bande dessinée à nous, les illustrés à l'époque, n'était pas véritablement considérée comme de l'art. Et puis progressivement, c'est venu. Et effectivement, je pense qu'on peut voir à travers l'intronisation du Japon au Festival Angoulême une volonté de légitimation du manga, avec notamment l'expo de Urasawa et puis effectivement de Mashima. Ce sont des auteurs très importants qui ont une vraie qualité artistique. Et à travers cette volonté de japonisme, pour effectivement aussi célébrer le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, on voit bien que le Festival d'Angoulême dit « Ok, voilà, on met le manga en avant, mais effectivement, on attend aussi des Japonais qu'ils s'intéressent à la BD franco-belge et qu'il y ait quand même aussi des interactions qui puissent se développer. » Et puis le dernier axe, pour moi, effectivement, je m'en rends compte vraiment de plus en plus, c'est la montée en puissance d'une nouvelle génération d'auteurs de BD qui sont en train d'asseoir leur pouvoir et puis aussi, à travers leurs œuvres, de montrer que ce sont eux les patrons. Ils ont entre 30 et 40 ans. Ils ne sont plus du tout dans la BD franco-belge de papa. On ne fait plus du Blueberry, quoique. Donnez-nous deux, trois noms. Par exemple, Jules. Jules, qui vient qui a fait 50 nuances de grec, qui est parti en Chine accompagner Macron, d'ailleurs, récemment. Il y en a plein comme ça. Et effectivement, que ce soit Jules, que ce soit Marion Montaigne, qui a fait une magnifique
magnifique bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, qui s'est vendue à 300 000, 400 000 exemplaires. Énorme. Bah oui, c'est fou. Hein. Voilà, il y a toute cette génération d'auteurs qui ont véritablement pignon sur rue et qui seront à Angoulême là, pour le 45e festival et qui démontrent que la BD est un terrain d'expérimentation artistique formidable, en pleine mouvance, exactement. Voilà. Olivier, est-ce qu'il se confirme que... c'est difficile, hein. Est-ce qu'il se confirme que le lectorat de la BD se féminise ? Oui. Non, mais ça, c'est un mouvement dont je suis ravi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dessinatrices de BD qui là aussi, là, on parlait de Marion Montaigne, oui. Il y a aussi Marguerite Aboué, il y a les grandes... Sommer. Voilà, Anna Sommer, il y a Marjane Satrapi avec Persépolis, il y a Aurélie Horita qui va aussi être présente avec son nouvel album qu'elle a fait avec comment il s'appelle, Benoît Peters. Donc oui, les dessinatrices de BD, les auteurs sont de plus en plus présentes, et puis le lectorat se féminise de plus en plus. Je crois qu'il y a une étude du SNE qui est parue à la rentrée qui a montré de manière assez amusante que finalement le lecteur de bande dessinée type, c'est une lectrice qui vient acheter la bande dessinée pour son mari ou ses enfants, famille, etc. Voilà. Mais c'est elle qui l'achète d'abord. C'est une femme. Enfin, une exposition patrimoniale comme Alix, qui, je le rappelle, est créée en 1948. Mais oui, c'est les 70 ans d'Alix. Le fameux héros intrépide Alix, créé par Jacques Martin dans le journal de Tintin. Alors j'ai amené, il y a une magnifique expo qui va avoir lieu à Angoulême. Donc, ce qui prouve que la BD franco-belge reste bien présente au festival. Tout à fait. Ouais. Et puis le personnage d'Alix est un passeur, c'est un personnage véritablement moderne. C'est très très joli. Moi j'adore, j'ai toujours adoré Alix, et puis c'est la grande époque là, Jacques Martin. Et en fait, il y a, pour les 70 ans, Alix Sénateur a été repris, donc a prouvé qu'en fait, Alix avait une deuxième vie. Et il y en a une troisième, parce qu'on annonce en fait un redémarrage d'une nouvelle série, Alix Origines, qui va traiter des origines d'Alix. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'en fait, et du coup, Jacques Martin, qui est un grand monsieur, qui était un ami d'Hergé, ils ont travaillé ensemble. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. En fait, il habitait à Autigny, c'est-à-dire même pas à 10 minutes de la maison d'Hergé. Oui, c'est ça. Oui. Ils étaient très voisins. Ils étaient très voisins et très amis, et ils faisaient du ping-pong ensemble le dimanche. Et donc, j'ai eu la chance de visiter la maison d'Hergé en compagnie de Jacques Martin, et c'était un souvenir inoubliable. Merci beaucoup, Olivier Delcroix, pour ces informations très précises. Dans la bulle. On est toujours dans la bulle. On va rester dans sa bulle, Angoulême, bien sûr. On retrouve évidemment tous vos articles sur Figaro.fr et bien sûr dans le Figaroscope. On essaye. Jacques, vous êtes BD, vous ? Oui, je suis BD, et puis comme j'adore la Belgique et les Belges, c'est vrai que la Belgique est à la bande dessinée ce que la Suisse est à la finance, quoi. Les bons dessinateurs, ils vont se planquer en Belgique, hein, ils sont tous là-bas, et c'est formidable, ils ont vraiment beaucoup de talent. Ah, ça fait peur. Attention. Là, ça fait peur, moi je vous le dis, vous ne l'entendez pas bien, mais ça fait peur. Question QCM de nouveau. Attention, pour mieux connaître Jacques Maillot, Mathilde Olivier, Jacques Maillot a tout au long de sa carrière soutenu d'autres humoristes. À votre avis, parmi les humoristes dont je vais vous citer le nom, quels sont ceux que Jacques Maillot a soutenus ? Laurent Ruquier, Laurent Gérard, Patrick Timsit, Florence Foresti. Wow. Ah, ça fait moins les malins. Ah oui, là, ça fait moins les malins. Là, on vous a vu, ça fait moins les malins. Il y en a un seul, pas plusieurs. Il y en a un seul. Non, il n'y en a pas forcément un seul. Il peut y en avoir plus. Il peut y en avoir plusieurs. Oui, moi je pense que si ça se trouve, tous. Eh bien, presque. Pas loin. 3 sur 4 3 sur 4. Allez, on donne Allez. On dit... Non, mais alors, il faut que tu nous redises la liste. Laurent Ruquier, oui, non. Laurent Ruquier... Jacques Maillot l'a soutenu ou pas ? Oui. Oh, moi je dirais oui. Oui. Je dirais oui aussi. C'est vrai, il nous dira pourquoi. Laurent Gérard, oui, non. Oui. Il l'a soutenu, oui, absolument. Patrick Timsit, oui, non. Et Florence Foresti, oui, non. Oui. Non, alors Jacques, on vous écoute. Rapidement, c'est parce qu'après on va passer aux autres. C'est parce que c'est Florence Foresti, parce que je ne la connaissais pas. Patrick Timsit, oui, il a fait sa première télévision chez moi, si je puis dire. À l'époque, j'étais sur France 3 et je l'avais accueilli. Il était tout à fait débutant et il a toujours été très, très, très reconnaissant de tout ça. Et un jour, je rentrais chez moi et je voyais une émission avec Timsit où il était en train de passer un extrait d'une très vieille émission en disant voilà, j'ai débuté dans cette émission grâce à Jacques Maillot. Et puis alors, Laurent Ruquier, là c'est différent, je l'ai fait venir du Havre à l'époque où il était objecteur de conscience.
il m'avait envoyé ces textes que j'avais montrés à Morisson, qui m'avait dit celui-là, il ne faut pas le laisser passer. Et puis après, Mick Michel, la célèbre Mick Michel, qui un jour m'a appelé en disant j'ai un imitateur formidable, Jacques, il faut que tu le vois absolument. Et c'était Laurent Gérard. Ben voilà. Que j'ai engagé, qui sera bientôt sur la scène du Théâtre des Deux Ânes. Pendant une semaine, voilà, qui vient nous remercier de l'avoir aidé au départ. Et qui va faire 8 jours au théâtre, ce qui est vraiment très, très gentil. Qui devrait venir ici. Vous lui direz, Jacques, j'espère. Très bien. Ah bah oui, absolument. Voilà. Et c'est archi complet. Qui a été scénariste de Lucky Luke aussi. Oui, absolument. Oui. On continue dans la joie et la bonne humeur. On est à mi-parcours de l'émission. Jacques Maillot, c'est le moment de répondre aux questions des internautes qui sont nombreux à nous suivre. En ce moment, on les en remercie. Ils ont un certain nombre de questions à vous poser. Ces questions, elles vont apparaître à l'image. Oui. Vous allez les lire à haute voix et vous allez répondre face caméra à ces personnes qui vous ont posé des questions. On vous laisse, c'est votre moment à vous. Écrivez-vous pour les Guignols? Non, jamais. J'ai écrit pour le Bébête Show, par contre. J'ai écrit pour le Bébête Show quand Jean Abadou a eu des problèmes de santé et je l'ai remplacé pendant 6 mois. Voilà, c'était donc une question de Steph. Une autre question. Vous étiez au théâtre mardi soir. Alors on va la lire. Nous étions au théâtre mardi soir. Nous avons passé une soirée formidable, un régal. Comment gérez-vous vos relations avec vos fans? C'est MFB qui pose la question. Là, c'est très simple. Hein. Les gens qui viennent nous voir sont toujours très agréables à fréquenter. Moi, j'ai toujours une bonne relation avec le public, parce que sans le public, on n'existe pas. Donc, les bonnes relations, elles coulent de source. Quand les gens viennent nous voir, on les accueille bien. S'ils nous demandent de leur dédicacer un livre, on le fait. Et même si on doit faire un selfie, on le fait volontiers, d'ailleurs. Je crois qu'Emmanuel Macron s'y prête volontiers. Et ça me paraît normal. Les politiques en général. C'est ça. Sinon, faut faire notre métier. Donc, ils étaient à votre spectacle mardi soir. Ouais. Une autre question. Eh bien, c'était la dernière. Qui est très là pour cette première. Si, normalement, il y en a une troisième. Voilà. Vous êtes un homme formidable, un humour très fin et jamais grossier. Comment faites-vous vous demande Biscotte. Alors ça, je ne sais pas. Ça doit venir de ma formation, de mon éducation. Moi, j'ai été formé chez les pères maristes. J'ai appris le latin, le grec. J'ai toujours adoré le français, la belle langue française. Et puis, j'ai toujours été pétri par... j'adorais Voltaire, évidemment, ce qui est sans doute mon auteur préféré. Et donc, j'ai toujours aimé les subtilités voltairiennes. Quand il disait « Je reviens de chez Frédéric II », la décoration est de qualité, surtout par le volume. Très, très beau. Merci Jacques pour cette première partie. Vous voyez, Fred, vous avez du mal aussi, vous savonnez comme un dingue. C'est pas beau. Merci pour vos questions. Jacques Maillot répondra à une deuxième salve à la fin de cette émission. Merci Mathilde, merci Olivier. Évidemment, on vous retrouvera bientôt pour anticiper d'autres sujets d'actualité avec vous. Mais vous allez nous quitter sur une petite musique. Et c'est pas n'importe quelle musique. C'est celle qu'a choisie Jacques Maillot. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. On écoute. Merci les amis, à très bientôt. Ciao. Merci. Valzer del Comiato de Nino Rota, c'est une musique extraite de la bande originale du Guépard de Visconti, c'est la célèbre scène du bal. C'est votre musique préférée, Jacques Maillot, pour quelle raison? J'adore Nino Rota, j'ai toujours adoré les musiques de Nino Rota. Et là, évidemment, il s'est inspiré de Verdi, et c'est magnifique. J'ai toujours aimé les valses. Pas spécialement les valses de Strauss, encore que c'est formidable, mais là c'est vraiment une musique de haute qualité. Puis pour moi c'est une sorte de Madeleine de Proust, c'est l'époque où je commençais à aller au cinéma, j'avais été très impressionné par déjà Alain Delon, qui était déjà la star montante. Et donc c'est une musique qui m'a beaucoup marqué. Vous l'écoutez régulièrement du coup? J'écoute Nino Rota, pas spécialement cette musique, je l'écoute de temps en temps, mais j'aime beaucoup Nino Rota. Ouais. Et ben voilà, c'est très joli, on en connaît un tout petit peu plus sur vous. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, avant d'accueillir nos deux chroniqueurs, j'aimerais moi savoir, vous aimez la bonne chair, le bon vin, quel est votre plat préféré et votre vin de prédilection? Ah voilà. Le vin de prédilection, alors...
J'ai un faible pour les Bordeaux, qui sont des vins d'assemblage, mais j'ai surtout un faible pour la Syrah, c'est-à-dire les vins de Côte-du-Rhône septentrionale, comme le Thym l'Hermitage, et en particulier l'Hermitage de chez Jean-Louis Chave, qui pour moi est un chef-d'œuvre de la viticulture. Évidemment, on boit avec modération. Exactement. Et le plat préféré? Alors le plat sans modération. Il y en a plein. Alors je vais choisir un plat rustique parce que c'est un plat là aussi qui me rappelle mon enfance, qui est un plat du Bourbonnais, puisque mes grands-parents étaient originaires du Bourbonnais, et qui est une sorte de galette aux pommes de terre. C'est magnifique, c'est une pâte feuilletée avec des pommes de terre dans lesquelles on rajoute après de la crème et c'est magnifique. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le pâté aux pommes de terre. Pâté aux pommes de terre, c'est très auvergnat. Et c'est très auvergnat et c'est un plat simple qui peut faire un repas. Il suffit de servir ça. Je suis pas sûre que ce soit sans modération. Ah, là, il faut y aller molto bene. Avec une salade, vous dites. Hein. Voilà, pour faire suite à Minorota, molto bene. Merci beaucoup, Jacques. C'était pour en savoir un peu plus. Alors, viennent de nous rejoindre deux amis fidèles de cette émission. Maxime Cuny, journaliste vidéo, spécialiste des séries télé, qui nous dira dans un instant tout ce qu'il faut voir en 2018 dans les séries. Phénomène énorme. Mais tout de suite, on décolle avec Tristan Vey. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service Sciences du Figaro. L'entreprise privée américaine dont tout le monde parle, SpaceX, va procéder la semaine prochaine au premier lancement de sa fusée lourde Falcon Heavy. En quoi ce lancement est-il historique ? Eh bien, ce sera tout simplement la plus grosse fusée en activité actuellement. En ce moment, c'est Delta IV, qui est une vieille fusée américaine. Voilà, qui est une vieille fusée. Il reste quelques exemplaires encore à décoller, mais il n'y en aura bientôt plus. Et Falcon Heavy sera plus puissante encore que cette fusée-là. C'est aussi la fusée la plus puissante depuis la russe Energia à la fin des années 80. Il n'y avait eu que 2 exemplaires de cette fusée qui étaient supposés envoyer en orbite la navette Buran, ce qui n'a jamais été le cas, mais qui pouvait emporter aussi des satellites qui pouvaient emporter jusqu'à 120 tonnes, 110 tonnes, je crois, en orbite basse. Regardez, on en voit quelques images. On voit des images, c'est hallucinant. Alors ça, c'est des images, évidemment, une vue d'artiste. Bien sûr, oui. De synthèse. Cette fusée-là, on peut voir, elle est composée en fait de 3 morceaux de fusée. La fusée au milieu, c'est la Falcon 9, c'est la fusée un peu phare de SpaceX, qui a été un peu une révolution. C'est la première fusée qui est capable de placer des objets en orbite et de revenir sur Terre. Et là, l'idée, c'est de coller 2 autres premiers étages de la même fusée sur les côtés et de récupérer les 3 étages d'un coup. Voilà, on voit les images. Alors, faire décoller une aussi grosse fusée, on pourrait penser, bon, on fait 3 Falcon 9, on les attache ensemble et on les envoie. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut qu'en fait les 3 fusées fonctionnent exactement de la même manière, au millimètre près. C'est 27 moteurs à faire marcher ensemble. Et voilà. Et donc en fait, c'est des problématiques d'ingénierie extrêmement plus complexes qu'on ne peut l'imaginer comme ça de prime abord. On voit même sur les images, même si ce sont des images de synthèse, à quel point cette fusée a l'air surpuissante. Qu'est-ce qu'elle va transporter? Pourquoi tu as autant de puissance? Alors, pour ce premier lancement, elle va transporter la voiture de Elon Musk, donc le fondateur de SpaceX. Il va mettre une voiture sur... Il va mettre une voiture à l'intérieur. Alors, il veut mettre Space Odyssey de David Bowie sur l'autoradio. Il va peut-être l'équiper de quelques capteurs. L'idée, c'est un coup de com', évidemment. Il y a tellement de chances pour que ce lancement se passe mal. Elon Musk reconnaissait lui-même que s'il ne détruisait pas le pas de tir, ce serait déjà un énorme succès. Il y a de fortes chances pour qu'elle explose, en fait, qu'elle se désintègre au départ, ce qui est régulièrement le cas pour les premiers tirs de fusée. Avant d'aller plus loin, on a la date de lancement? Alors, on n'a pas la date de lancement. On a l'essai statique qui devait être fait depuis une semaine, c'est-à-dire allumer les moteurs quand la fusée ne font pas de tir pour tester, voir si ça fonctionne sans la faire décoller. Ça devait avoir lieu en fin de semaine dernière. Ça a été repoussé chaque jour. Ça a encore été repoussé à demain. Le lancement devait avoir lieu avant la fin de janvier, mais aucune date n'avait été fixée. Il est possible que ce soit encore décalé, peut-être en février. Ça dépendra de l'essai, mais elle est sur son pas de tir en tout cas. Alors là, il y a la voiture dedans, c'est un gros coup de com', mais ça ne va pas servir qu'à ça quand même. Non, il y a d'autres idées plus sérieuses, plus utiles. Oui. Alors, dans un deuxième temps, l'idée c'est d'emporter plus de charges utiles en orbite basse, mais en vérité, il n'est pas certain que cette Falcon Heavy ait un vrai marché. Elon Musk dit qu'il pourrait la commercialiser à 90 millions d'euros, ce qui est peu ou prou le prix d'une Ariane 5 aujourd'hui, qui est même encore un peu plus cher, et elle pourrait emporter 2 à 3 fois plus de masse. Mais étant donné les problèmes de développement, il est fort possible pour que ça ne voit pas forcément le jour, ou alors en tout cas qu'elle ait une durée de vie limitée. Elon Musk a en effet lancé un autre projet de fusée encore plus massif qui s'appelle la Big
Fucking Rocket ou Big Falcon Rocket. Lui-même l'appelle la Big Fucking Rocket. Je ne traduirai pas pour nos... Non, mais c'est pas la peine, on a globalement compris. Ou Big Falcon Rocket pour les Américains un peu puritains ont décidé de transformer ce nom pour... Mais est-ce que c'est avec ce type de fusée que Elon Musk, justement, le patron de SpaceX, compte envoyer des gens sur Mars? Et alors justement, pas avec la Falcon Heavy, mais avec la Big Fucking Rocket, qui sera elle monstrueuse, la plus grosse fusée jamais réalisée. Elle sera plus grosse encore que la Saturn V qui va emmener les hommes vers la Lune. C'est la première fusée de cette taille-là qui sera jamais faite. Voilà, sachant que les États-Unis ont un autre projet de lanceur qui s'appelle le SLS, qui est à peu près équivalent, et que justement le projet de Big Fucking Rocket mettrait un peu en péril. Mais ça, on parle plutôt sur des projets qui verront le jour en 2025. Il est où le pas de tir des fusées SpaceX Alors, ça dépend en fait. Celle-ci, par exemple. Celle-ci, c'est à Cap Canaveral sur le pas de tir justement. Officiel. D'accord. Sur le pas de tir officiel. Donc la NASA autorise. Alors, il y a différents pas de tir à Cap Canaveral. Il n'y en a pas un seul, mais là, c'est le pas de tir historique de Saturn V. Le 39A. Voilà, le 39A, qui est le pas de tir historique. Voilà. Oui, qui a mis la ce pas de tir. À SpaceX, elle fait payer. C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un accord. Elon Musk, on fait tout payer. Il y a un accord en fait, parce que la fusée est développée sous contrat avec la NASA a des tarifs préférentiels. Je pense que c'est SpaceX qui doit remettre les pas de tir en marche à sa charge. Après, je ne pense pas qu'il y ait de location spécialement du terrain. C'est du donnant-donnant. Ouais. Merci beaucoup Tristan Weil pour ces précisions. Jacques Maillot, que vous inspirent ces avancées technologiques absolument hallucinantes? Moi, j'ai toujours été passionné par les fusées, parce que quand j'étais étudiant, je bricolais des fusées avec mes copains, et on avait fabriqué une fusée qui s'appelait DART, comme la flèche. Et alors, on faisait marcher ça, vous savez, avec du désherbant, on mélangeait du désherbant, un peu de nitrate, etc. Et ça marchait. Sauf que c'était très dangereux et que mon grand-père me disait, tu vas faire sauter la maison. Et on bricolait ça avec les copains. Et moi, j'ai toujours été passionné par la conquête spatiale. Et je trouve que ces avancées, c'est exceptionnel. Parce que moi, je me rappelle très bien du premier Spoutnik, la première fusée soviétique qui a mis ça sur orbite. Le Spoutnik, c'était gros comme ça. Et quand on voit les volumes qu'ils arrivent à satelliser... le poids, c'est colossal. Là, c'est colossal. Les satellites de télécommunication aujourd'hui, il faut savoir que ça fait la taille d'un bus à peu près. Donc là, le Roadster, c'est tout petit par rapport à la coiffe. Quand on le voit dans la coiffe, il ne représente même pas un cinquième de la capacité d'emport. Ils pourront presque satelliser l'héritage de François Hollande, qui est quand même lourd. Il fallait que ça... Allez, question QCM. Question QCM, c'est un petit jeu. On attendait ça. Je sais, Tristan, vous étiez là. Alors, on y va. Maxime Tristan, un autre humoriste porte le nom de Maillot, il s'agit de Régis Maillot. Alors, à votre avis, quel lien de parenté le lie à notre invité Jacques Maillot? Il s'agit de son frère, de son fils, de son neveu ou de son cousin? Là, ça fait moins les malins. Là, ça fait moins les malins. Ça fait moins les malins. Un cousin éloigné, je sais pas. Fils? Allez, dans ton fils. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Qui est Régis Maillot? C'est mon neveu, c'est le fils de mon frère aîné, voilà, qui est Régis, qui est le fils de mon frère Gérard, qui a été mon grand frère et qui m'a beaucoup drivé quand j'étais petit, parce que j'étais très turbulent. Et donc, voilà, je m'entends très bien avec mon frère et je suis très content que Régis puisse éventuellement prendre la suite. Mais oui, c'est ce qu'on dit, qu'il reprendrait la suite du théâtre des Deux ânes, c'est ça? Oui, c'est en train de se faire. On va essayer de lui transmettre le témoin. J'espère que ça va marcher, parce qu'il fait partie de la nouvelle génération d'humoristes. Donc, il est temps qu'il prenne le pouvoir. Et justement, vous voyez où dans 10 ans? Je me vois continuer à m'occuper un petit peu justement des nouveaux talents, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir arriver les nouveaux talents, de les aider, de les aiguiller, de leur faire gagner du temps. Voilà, je crois que c'est ça. C'est la transmission du savoir. Je trouve ça très important. On s'interrogeait récemment avec Fred sur les limites que vous vous fixez dans la provocation quand vous êtes sur scène et dans l'écriture des parodies que vous mettez en scène. C'est de pas choquer, c'est-à-dire de pas blesser. Oui, et de ne pas abaisser, de ne pas avilir les gens. C'est-à-dire que quand les gens sont dans la peine, s'ils sont atteints par la maladie ou des choses terribles, là, il ne faut pas leur taper dessus, quoi. On peut taper sur une ambulance, sur un corbillard, moins. Donc voilà, j'ai des limites, mais je me permets tout. Le tout est de savoir le faire, de le faire avec élégance,
sans vraiment choquer les gens, les vexer, les humilier. Surtout pas humilier justement, les gens. Vous aviez dit que le contexte change et que certains sketchs que vous aviez faits ne pourraient plus être faits aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est l'otage des lobbies et surtout de cette société qui s'est quand même fractionnée. C'est-à-dire qu'on a communautarisé notre société. Alors maintenant, on ne peut plus... avant, on pouvait encore plaisanter sur les gens de couleur, sur les... les Juifs, on peut encore, très bien, parce qu'ils ont beaucoup d'humour et ça passe très bien. Mais il y a un tas de gens, on ne peut plus plaisanter. C'est pesant pour un humoriste, un chansonnier. C'est très pesant. Moi, je me rappelle, les premiers trucs, c'était les anciens combattants, il ne fallait pas y toucher. Et je me rappelle que quand Giscard d'Estaing avait ralenti la marche de la Marseillaise, j'avais dit à l'oreille en coin qu'il avait ralenti la marche le rythme de la Marseillaise pour que les anciens combattants puissent suivre les défilés. Les gens m'étaient tombés dessus en disant oui, c'est une atteinte. Mais on pouvait encore dire plein de choses. Aujourd'hui, ça devient très difficile. C'est-à-dire que les Verts, on ne peut pas les attaquer parce qu'ils sont verts, etc. Tout est prétexte à... Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec le harcèlement et tout. Il y a des frontières qu'il ne faut plus toucher, auxquelles il ne faut pas... Le harcèlement à l'égard des femmes. Oui, c'est très... Il faut faire très attention. Ce qu'on n'avait pas avant, parce que je crois qu'avant, la génération précédente sortait de la guerre, ils avaient subi les pires choses. Et donc, ils étaient un peu comme des gosses à qui on venait de redonner leur liberté. Et donc, moi, j'étais stupéfait par des gens comme Jean Rigaud, qui avait 30 ans de plus que moi. Ils s'amusaient comme des gosses dans une cour de récréation. Aujourd'hui, c'est plus possible. Merci, Jacques Maillot. Tout de suite, on va parler série télé avec Maxime. Oui, Maxime, vous êtes journaliste vidéo spécialiste. Des séries télé. Alors, comme chaque année, évidemment, nous sommes tous submergés par les séries. 2018 n'échappe pas à la règle. Alors, il faut se concentrer sur quoi, Maxime ? Première chose, avant de parler des nouveautés, on va parler des retours, les saisons 2 qu'on attend cette année. Première chose, La Servante écarlate, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait beaucoup parlé l'année dernière. La saison 2 revient, c'est le 25 avril aux États-Unis et 24 heures après chez nous sur OCS. Donc c'est ce monde où la fertilité a baissé, où les femmes sont asservies dans des États-Unis où les fondamentalistes religieux ont pris le pouvoir. Grande résonance aujourd'hui dans les débats dans l'Amérique de Trump, mais aussi dans les débats post-Weinstein. Donc ça, c'est absolument à surveiller. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, elle sera diffusée sur TF1 Série Film, qui en fait, il va être le nouveau nom de HD1. D'accord. HD1 change de nom à la fin du mois. Et donc ce sera la première saison diffusée pour la première fois en gratuit sur cette chaîne-là. Deuxième saison à voir, c'est American Crime Story. La première saison s'intéressait au procès O.J. Simpson. Vous en avez peut-être entendu parler également, Jacques Maillot. Deuxième saison, on va parler de l'assassinat de Gianni Versace sur les marches de sa villa à Miami. Exactement. Et ben, là aussi, on a hâte de voir ça. Ryan Murphy, c'est un très bon producteur de série. Au casting, on verra Penelope Cruz, qui n'a jamais joué en fait dans une série. C'est la première fois qu'on la voit dans une série comme ça, qui joue Donatella Versace. Ricky Martin, qui jouera l'amant de Gianni Versace, et Gianni Versace joué par Edgar Ramirez, qu'on avait déjà vu dans Carlos. Autre deuxième saison, Westworld, qu'on attend depuis fin 2016 en fait. Westworld, donc c'est un monde, disons, où des robots très humains dans un parc d'attractions, etc. Et avec Anthony Hopkins. Exactement. Et les visiteurs peuvent venir exprimer toutes leurs pulsions, les pires comme les meilleures. Et donc cette saison 2 débarquera, alors on n'a pas encore la date, mais ça débarquera là prochainement probablement au printemps sur HBO aux États-Unis, également sur OCS 24 heures plus tard. Westworld, donc ça avait fait beaucoup parler, c'est vrai qu'on a hâte de voir ce que ça va donner dans cette saison 2. Et alors, parmi les nouveautés étrangères qui débarquent sur nos écrans cette année, quelle série faudra-t-il surveiller de très près? Alors, j'ai sélectionné une première série qui arrivera sur Netflix, Altered Carbon, c'est une série de science-fiction. Ça arrive le 2 février, vous allez voir les images, c'est assez impressionnant. En fait, le pitch, c'est dans le futur, la conscience humaine peut être téléchargée dans un corps, ce qui fait qu'en fait, la mort n'existe plus vraiment.
ne peux pas vous en dire plus parce que Netflix protège ces séries. Mais voilà, la BA donne envie et c'est donc le 2 février, donc bientôt, là, sur la plateforme. Deuxième nouveauté, c'est la nouvelle série d'Alan Ball qui avait fait Six Feet Under et True Blood. Il revient avec Here and Now. C'est une série sur une famille un peu dysfonctionnelle. C'est un de ses thèmes privilégiés. Petit twist aussi surnaturel. C'est en fait l'histoire d'une famille, la famille Black, dont le couple a adopté 3 enfants sur 4 de ses... Enfin, ils ont 4 enfants, 3 adoptés. Et voilà, on va voir un peu ces liens entre cette famille dans cette nouvelle série d'Alan Ball. Ce sera le 11 février sur HBO aux États-Unis. Dès le lendemain, pareil, sur OCS. Et la vérité sur l'affaire Harry Kéber va arriver sur TF1, adaptée en série. Ça devait être un film, ce sera une série, exactement. Prochainement, alors il y aura l'avant-première le 7 avril au festival Cannes Série, un des nouveaux festivals de séries qui débarque aussi cette année. À la réalisation, c'est le français Jean-Jacques Hano, c'est produit par des Américains. Et dans le rôle titre, Patrick Dempsey, qu'on avait vu dans Grey's Anatomy. Et jeudi, et en France, que se passe-t-il donc? Eh bien, en France, parce que quand même, en France, on a des bonnes séries. Autre best-seller qui va être adapté, c'est Vernon Subutex, la trilogie de Virginie Despentes. Pour les fans des livres, rassurez-vous, elle a participé au scénario, donc on peut se dire que voilà, le scénario va être probablement de qualité, en tout cas l'adaptation. Romain Duris tiendra le rôle de Vernon Subutex. On verra aussi Céline Salette, une actrice qu'on avait vue notamment dans l'Apollonide, et la chanteuse Fishback. Formidable, Fishback. Exactement. Et ça va être dans l'année sur Canal. Voilà, on n'a pas encore de date là non plus. Autre nouveauté française, Arte, une mini-série de 3 épisodes qui s'appelle Fierté au pluriel. En fait, c'est une histoire familiale sur fond de combat de la communauté LGBT, avec 3 étapes. La dépénalisation de l'homosexualité en 81, le Pax et ensuite le mariage pour tous. Donc voilà, une courte série, une mini-série, mais qui traite d'un sujet peu traité finalement dans les fictions françaises. Et parmi les acteurs aussi, gage de qualité, Emmanuel Berco, Jérémy Elkaïm ou Chiara Mastroianni, qu'on verra dans cette série. Dernière série française qu'on peut signaler, c'est Speakerine, qui va nous faire remonter dans les années 60. Dans le rôle titre, c'est Marie Gillin, donc, qui jouera Christine Beauval, une speakerine, confrontée à une violence auquel elle ne s'attendait pas dans son milieu. Bon, on s'imagine là aussi qu'on va toucher à des sujets du combat des femmes dans ces milieux, dans cette France aussi des années 60. Et aussi les costumes, voilà, cette ambiance un peu Mad Men, un peu à la Mad Men. Et voilà, on attend ça. Sur 10% peut-être. C'est prochainement sur France 2 et 10%, voilà, exactement. Le casting des guest stars a été annoncé cette semaine. Il y aura Béatrice Dalle, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Jean Dujardin, Gérard Lanvin et Julien Doré, qui était déjà venu dans la saison 2, revient dans cette saison 3 de 10%. Alors là, je dis bravo. C'est très complet, Là, je dis c'est très complet. C'est exhaustif, il y a beaucoup d'autres séries à voir. C'est une vraie sélection. Merci beaucoup, Maxime. Vous avez déjà été happé par une série, vous êtes laissé subjugué par une française ou une américaine? J'ai regardé 10%, beaucoup. Mais je trouve que c'est surtout une nouvelle façon de consommer la télévision qui marque vraiment un changement total. C'est-à-dire que je pense que la télévision classique a vécu et que les gens, je vois même dans mon entourage et des gens de ma génération, ils consomment de plus en plus de séries et de moins en moins d'émissions classiques. Et les gens choisissent quand ils veulent voir les épisodes. Voilà, exactement. Ce n'est plus linéaire. À propos de télévision, Jacques, on vous retrouve les lundis à 20h50 pour la revue de presse sur Paris Première. Oui. À votre avis, le spectacle, votre dernier spectacle, Tout est bon dans le Macron, pourrait être diffusé en prime time sur une chaîne du service public? Oui, alors non, on les diffuse en général sur Paris Première. C'est jamais diffusé sur le service public, qui est un peu trop frileux pour ça. Mais on les a tous diffusés sur Paris Première ou sur M6 grâce au groupe qui nous a toujours suivis, puisque j'ai entamé cette collaboration avec eux il y a 10 ans et elle s'avère fructueuse, donc on continue. Sur M6, c'était en première partie de soirée? Non, deuxième partie de soirée. Vous auriez aimé la première partie en oui, surtout qu'on a fait des bons scores, mais bon, c'est peut-être un petit peu délicat aussi. Mais voilà, je crois que ça fait partie du paysage audiovisuel, on peut. Dernière salve de questions de ce grand concours international. Tristan. Tu n'as pas vu venir.
Maxime et Tristan, évidemment. S'il n'avait pas été chansonnier, savez-vous quel métier aurait voulu faire Jacques Maillot? Astronaute. Pas besoin de chirurgien, boucher charcutier, réalisateur de films, évidemment, ou prêtre? Prêtre. Astronaute. Je reste sur ma première. Jacques. Ben, c'était réalisateur, parce que j'ai fait les études de cinéma à l'IDEC. Voilà. Donc j'étais un peu assistant de François Truffaut, de Rapneau, et un très bon souvenir de John Frankenheimer, qui était un bonhomme formidable. Il y a un réalisateur aujourd'hui qui suscite plus particulièrement votre admiration? J'aime bien Besson, je trouve qu'il a un culot terrible, et il est un peu... il travaille un peu... à l'américaine, quoi. Donc, je trouve que c'est un garçon de grande qualité, qui a du culot. Bon, il vient d'essuyer un échec assez lourd. C'est un petit peu dommage parce qu'il est un peu le nouveau Henri Verneuil. Moi, j'ai eu comme prof à l'IDEC Henri Verneuil, dont on disait que c'était le réalisateur français à l'américaine. Et Besson m'inspire ça. Je trouve que c'est un garçon que j'aime beaucoup, très estimé. Puis j'aime bien les grands réalisateurs américains comme Scorsese. Voilà. Et vous avez toujours envie de réaliser un film? Non, parce que c'est trop loin maintenant. Mais j'ai encore les notions de cinéma, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment on filme. Et c'est vrai que les Américains filment quand même nettement mieux que nous. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui veulent réaliser, qui ne savent pas, qui n'ont pas les notions de réalisation. Et c'est pour ça que Besson est un grand réalisateur. Il sait où il faut mettre sa caméra, quoi. Il appréciera. Jacques Maillot, comment vous voyez les 4 prochaines années du quinquennat d'Emmanuel Macron? Moi, je les vois pas mal du tout, parce que ce garçon, il a vraiment fait exploser le paysage politique français. Il a remplacé les vieux politiciens avec des idéologies dépassées par des gens qui font le job. C'est-à-dire qu'ils sont là pour résoudre les problèmes. J'ai vu ça, par exemple, avec la ministre des Transports, Mme Borne, qui arrive et qui va voir les problèmes sur le terrain. Et quand elle dit qu'il faut désenclaver telle bourgade, on le fait. Et elle n'est pas là en train de dire oui, mais il serait bon qu'on fasse une autoroute parce que les autres en ont une. Je crois que ce sont des gens très pragmatiques. Et je crois qu'Emmanuel Macron a bousculé tous les codes de la politique. Et je pense qu'il est là pour un bout de temps. Eh bien voilà. On passe tout de suite aux questions des internautes. Deuxième salve des internautes, face caméra. Les questions, on y va. Jacques Maillot fait l'éloge funèbre de Philippe Chevalier et dit « Quand les carottes sont cuites, il est temps de mettre son pot au feu ». Quelle relation avez-vous avec Philippe Chevalier? C'est Alexandre qui demande ça. Alors, excellente relation. Philippe est un vieil ami et c'est pour ça que je me suis permis de faire ce sketch l'autre jour dans la revue de presse, parce qu'il y avait eu les éloges funèbres de Johnny Hallyday qui étaient un peu complaisantes. Donc je me suis dit, l'heure est à l'éloge funèbre, donc je vais faire celle de mon ami Philippe, et ça permettra de parler de moi, parce que souvent, à travers les éloges funèbres, on parle surtout de soi plus que du défunt. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce truc-là. Donc voilà, vous avez répondu à Alexandre. Question suivante, qui est une question de Amir. Quelle est votre blague préférée? C'est la dernière question. Il y en a plusieurs, des blagues. Il y a une blague qui me concerne directement, puisque je suis auvergnat d'origine, et je dis que les auvergnats, ils ont 2 devises, méfiance, méfiance. Merci, en tout cas. Merci. On ira sur ces mots. Oui, on va sur ces mots. Méfiance. Merci Maxime pour toutes ces précisions de série. J'hésite encore. Merci Maxime. Je ne sais pas bien. Falcon, Evie, bientôt. On vous suivra évidemment dans le Figaro et sur le Figaro.fr. Figaro Live, on essaie de faire en direct. Absolument, en et direct. On précise qu'on retrouve Maxime régulièrement. Une série Éoli, on se retrouve le 30 janvier. 30 janvier prochain. 19h. Sur Figaro Live en direct. Tout à fait. Génial. Et la thématique de l'émission sera? On parlera des séries politiques. Il y a Baron Noir saison 2 qui sort. Ah oui. On parlera de ça. Parfait. On vous regardera, Maxime, promis. Jacques Maillot, je rappelle que Tout est bon dans le Macron se joue sur la scène du Théâtre des Deux Ânes à Paris du mardi au dimanche à 20h30. 20h30. Et a priori, vous le jouez jusqu'au 8 avril 2018, mais c'est sous réserve que vous ayez encore... Alors, on laisse la place à Laurent Gérard pendant 10 jours, et puis après, on reprendra, nous, derrière. Je pense qu'on jouera jusqu'à fin juin. Fin juin. Et oui, on rappelle que sur scène et à vos côtés, votre équipe de chansonniers, Florence Brunold, Michel Guidoni, Gilles Détroit et la jeune Émilie, Anne, Charlotte dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis on le disait tout à l'heure, sur Paris Première, on vous retrouve tous les lundis soirs à 20h50. Les rediffusions, c'est les vendredis à 20h50 également.
Voilà. Et Fred? Ah, comme ça, et c'est arrêté comme ça. La semaine prochaine, à votre place, nous devrions recevoir... On aura peut-être cette chance. Ah oui, on attend. Nous devrions recevoir Régis Laspalès. Ah, Alors, formidable. je vous propose quelque chose. Chaque invité fait la même chose. Vous êtes face caméra ici et vous lui laissez un petit message qu'on lui transmettra de votre part. Alors, mon cher Régis, d'abord, je suis à la fois heureux et honoré que tu prennes ma place sur ce siège qui, tu vas le voir, est très confortable. Et j'espère te retrouver très bientôt avec l'ami Philippe pour qu'on... Philippe Bouvard. Philippe Chevalier. Philippe Chevalier, excusez-moi. Voilà, et pour recréer ce tandem magique que vous faites tous les deux et pour qu'on se retrouve à nouveau entre vieux copains parce que c'est toujours très agréable. Alors, je croise les doigts, mon cher Régis. Merci Jacques Maillot. Avant qu'on se quitte, je vous offre le dernier hors-série du Figaro, qui est un magnifique ouvrage, on peut dire. Oui, presque, consacré à Saint-Pétersbourg, un numéro exceptionnel, somptueusement illustré à mi-chemin entre le récit historique et le beau livre. Ce numéro double vous invite donc, Jacques, et tous ceux qui pourront se le procurer, au plus époustouflant des voyages dans cette sublime ville d'art et d'histoire. Merci Jacques Maillot d'avoir été notre invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même punition. Charles Bain. À la semaine prochaine, Fred. Ciao.